La torsion, c'est lorsqu'on applique sur une poutre un couple autour de l'axe longitudinal de la poutre. On peut voir donc un torseur de cohésion qui vaudra aucune résultante et un moment qui est un moment autour de l'axe x étant l'axe de la poutre. En constatation expérimentale, au départ, on a une ligne qui est droite et on peut voir que cette ligne qui était à l'origine droite va s'incliner. On peut aussi se constater que les plans restent plans et vont subir uniquement une rotation autour de l'axe X d'un angle alpha. Si j'encastre ici en bas, on va voir que cet angle de rotation va être de plus en plus important lorsque on s'éloigne le long de la poutre. Donc il est proportionnel à la poutre. Donc on peut dire qu'en fait que l'angle il est égal à k fois x la position, avec alpha qui va être ce qu'on va appeler l'angle de torsion. Alors, voici ce que ça donne au niveau théorique. On encastre au point à gauche ici, au point 1. Et on va faire tourner la face ici en G, on va la faire tourner d'un angle alpha. Et donc, vue de dessus, une ligne qui est à l'origine droite va s'incliner comme ça. Et vue de face, on va voir la pièce qui tourne. Pour obtenir ça, il va falloir mettre un champ de contrainte qui va permettre d'amener le point M0 au point M. Et pareil pour tous les autres points un peu plus bas sur les rayons, il faut falloir les ramener. Donc en fait, ça va faire un champ de contrainte qui va avoir la tête qui est ici. Ce champ de contrainte, il est nul, j'ai pas de contrainte appliquée au point O ou au point G, au centre. Et par contre, plus je vais m'éloigner du rayon, plus il va falloir que je déplace ma section pour que tout tourne. Et donc, ma contrainte va augmenter. On peut voir ici le dessin des contraintes, où la contrainte est nulle quand elle est rouge, elle est la plus importante quand elle est bleu ciel, et on peut voir que cette contrainte est orientée suivant la direction du vecteur Eθ, qui est le vecteur orthogonal au vecteur R qui est ici. Donc, ma contrainte, elle s'appelle tau. Alors pourquoi elle s'appelle tau cette contrainte? Parce qu'elle est tangentielle, c'est une contrainte qui est dans le plan de ma section. C'est plus une contrainte comme les contraintes normales qui étaient orientées sur l'axe X. Elle est orientée sur l'axe θ. Et donc cette contrainte-là, c'est une constante K fois R, le rayon. C'est-à-dire que si R égale 0, je suis au point O. Et au point O, j'ai pas de contrainte. Et si je m'éloigne, plus je m'éloigne du centre, plus j'aurai une contrainte. Et cette contrainte sera orientée par Eθ. Si je calcule le moment au point G ou au point O de toutes ces petites forces, eh ben, c'est égal à la force au point M fois le bras de levier, donc c'est OM vectoriel tau Eθ. Et si j'intègre tout ça, c'est-à-dire que si je prends en compte toutes les contraintes qui s'appliquent en chacun des points de ma section, et j'intègre ça pour retrouver finalement normalement mon moment global. Donc ici, je mets mon OM, ici je mets ma contrainte, et donc j'obtiens quelque chose. Comme c'est du ER vectoriel Eθ, ça me donne le vecteur X, c'est-à-dire le vecteur orthogonal, c'est la direction de la poutre. Et donc, ça veut dire que j'obtiens uniquement un moment suivant l'axe X qui vaut K fois l'intégrale de R carré ds. Et cette contrainte-là, elle est sur l'axe X, donc c'est bien un moment de torsion. Donc, on arrive à montrer au final que la contrainte tau qui est ici, voici les équations que j'ai en bas, la contrainte tau est égale au moment de torsion divisé par l'intégrale de R carré ds. Cette intégrale de R carré ds, c'est ce qu'on appelle le moment quadratique en torsion, ou alors IOX. Et donc, on retrouve une formule qui ressemble énormément à la formule qu'on avait lors de la flexion, où c'était sigma qui est égal à mf sur I fois Y l'altitude. Donc R petit r ici, c'est le rayon, c'est l'endroit où je me mets dans ma poutre. Si j'ai R égale 0, j'ai pas de contrainte. Si j'ai R égale grand R, le rayon maxi, alors j'ai une contrainte maximale. Alors maintenant, on a parlé des contraintes. Qu'est-ce qui se passe en termes de déformation? On avait vu la loi de Hooke dans le domaine élastique lorsque on appliquait à un rectangle une contrainte normale qui avait tendance, qui était donc, je me mets ici et je mets une contrainte normale à ma surface. Alors, on avait vu que si on met cette contrainte sigma x, on a un allongement delta x résiduel et avec une déformation epsilon x qui est égale à delta dx sur dx. Et la loi de Hooke qui dit que sigma est égal à epsilon. On a aussi un effet transverse qui nous intéresse moins à cet instant-là. Qu'est-ce qui se passe maintenant si, au lieu d'appliquer une contrainte sur une surface orthogonale à la surface, je décide de prendre la surface du dessus ici et de lui appliquer une contrainte qui va être tangentielle à ma surface, donc une contrainte de type tau, et pas de plus sigma. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que la droite supérieure ici va se décaler vers la droite et je vais avoir un déplacement de ma surface orientée suivant Y, suivant l'axe X. On va appeler gamma. Gamma, c'est cet angle-là. Si j'écris tangente gamma, c'est égal à côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire que c'est égal au déplacement suivant l'axe X, que j'ai appelé delta dx précédemment, divisé par dy, la hauteur de mon petit élément Y. Donc tangente gamma égale gamma, parce que je suis en petit angle, c'est égal à delta dx sur dy. Et ça, finalement, c'est la même définition que ce que j'avais sur epsilon tout à l'heure, delta dx sur dx, sauf que là, c'est delta dx sur dy.
Donc c'est une déformation. Conclusion, lorsque j'applique une contrainte taux, je vais avoir une déformation gamma, et je peux dire que taux est égal à G gamma. G, c'est ce qu'on appelle le module de cisaillement. Donc cette loi, c'est la loi de Hooke aussi. La loi de Hooke, elle s'écrit deux fois, ou bien sigma égale à epsilon lorsque je suis en traction, ou bien taux égale G gamma lorsque je suis en cisaillement. Maintenant, combien vaut G? Eh bien G, en fait, on peut le calculer par rapport à grand E module Young. On peut dire que G, c'est E sur 2 facteurs de 1 plus nu, nu étant le coefficient de Poisson. Donc si je prends un acier, son module Young, c'est à peu près toujours 200 gigapascal. Donc ça, c'est grand E, le module Young, 200 gigapascal. Son coefficient de Poisson, c'est environ 0,3. Et donc, son module de cisaillement, ça sera environ 80 gigapascal. Donc j'ai exactement le même type d'équation que ce que j'avais en traction, sauf, ou pour la flexion aussi d'ailleurs, mais sauf que là, c'est pour des contraintes dites de cisaillement. Maintenant, il me reste encore une équation à trouver. Si je fais un petit peu de géométrie sur cette chose-là. Ici, j'ai un triangle, le grand triangle qui est là. Ici, j'ai gamma. C'est-à-dire que lorsque j'applique une contrainte taux, on va avoir un rectangle qui était ici au départ qui va se déformer et on va voir le triangle qui va se décaler par là. Conclusion, ici, je vais retrouver mon gamma, l'angle gamma. L'angle gamma qui est l'angle de cisaillement ou c'est ma déformation de flexion, de cisaillement, pardon. Donc cet angle gamma, si j'écris tangente gamma, c'est côté opposé sur côté adjacent, donc ça vaut mm0, cette distance-là, divisé par petit x, la distance ici. Et tangente gamma égale gamma, parce que je suis en petits angles. Si maintenant je me place dans le triangle qui est orange ici, si j'écris l'angle alpha, qui est ce que j'ai appelé l'angle de torsion, si j'écris tangente alpha, c'est côté opposé sur côté adjacent, donc ça vaut mm0 sur petit r, et ça vaut alpha. Si je m'intéresse à ces deux choses-là, mm0, ça vaut alpha r et ça vaut gamma x. Et si je prends uniquement ça et que je passe alpha d'un côté et x de l'autre, je vais trouver que alpha sur x est égal à gamma sur r. Donc ça, c'est une équation qui est importante. Pourquoi? Θ, grand θ, c'est ce qu'on va appeler l'angle unitaire de torsion. Et c'est ce qui va nous permettre de trouver une relation entre l'angle alpha, qui est, mon angle alpha, c'est la déformée, c'est-à-dire c'est la rotation de ma surface en bout de poutre. Et ça, c'est proportionnel à gamma, qui est ma déformation. Si maintenant je réutilise ma loi de Hooke et la première équation que j'ai trouvée tout à l'heure, je vais obtenir l'équation qu'on va retenir jusqu'à la fin, qui dit que θ, l'angle unitaire de torsion, qui est égal à l'angle de torsion sur x, est égal à mt sur g fois iox. Cette relation ressemble énormément à la relation qu'on a vue en flexion aussi. Donc si on fait une synthèse, on a la torsion, un moment de torsion avec mt, on aura une équation qui relie taux égale mt sur io fois r, ça c'est l'équation qui relie la contrainte au moment de torsion. On a la loi de Hooke qui relie la contrainte à la déformation de cisaillement. Et la dernière équation qui nous relie la déformation de cisaillement, c'est Rθ, et qui vaut R alpha sur X.